Je fais une troisième vidéo sur les micro-onduleurs parce que j'avais besoin d'avoir un petit peu plus d'informations. J'ai décidé de tester le micro-onduleur HomeMiles 1000 watts qui me permet de mettre des panneaux de puissance variable. Je vais tester avec des panneaux de moins de 500 watts. Et sur le APS, je vais tester avec des panneaux de plus de 400 watts. Le APS est un 730 voltampères. Et ça va me permettre de comparer avec un MPPT Victron 50 A à 150 A qui charge en 24. Et je voulais comparer le système avec du Enphase, mais malheureusement, j'ai acheté un Enphase IQ8M pour qu'il soit le plus puissant possible et le mieux par rapport au test que je voulais faire. Mais je n'ai pas pu le tester parce qu'une fois l'avoir acheté, je sais plus, 180 € à peu près, malgré que sur les forums on me disait qu'il pouvait fonctionner indépendamment, et en fait non, il faut quand même acheter la passerelle à 500 €, acheter le Q-relais à 100 balles, faire toute la programmation, la mise en réseau avec internet sur le réseau et autres. Moi je suis en autonomie donc ça a commencé à me prendre la tête. Et puis même une fois que je l'aurais réussi à le paramétrer, il n'aurait pas pu être installé chez quelqu'un d'autre. Et si je l'avais testé chez un abonné, du coup, ça lui aurait peut-être perturbé son propre système avec des IQ7 ou autre, ou alors ça n'aurait pas été possible, ou alors une fois qu'il y aurait une mise à jour aurait été faite, il aurait fallu tout recommencer. L'écosystème Enphase m'a suffisamment pris la tête pour que je laisse tomber ce test d'Enphase, et après tout, tant pis pour eux. C'est dommage, j'aurais voulu voir leur test, parce que partout les vidéos Enphase disent qu'absolument c'est normal qu'il y a de l'écrétage, c'est normal qu'il y ait... Donc en fait l'idée c'est de voir un peu l'influence de la taille du panneau solaire par rapport à la taille de l'onduleur, qu'est-ce que ça donne sur les rendements, et de voir si c'est vraiment grave en fait d'avoir de l'écrétage sur le système, et qu'est-ce que ça implique, est-ce que c'est vrai ce qu'on nous raconte, comme quoi il n'y a pas de problème, on produit plus avec un petit micro-onduleur qu'avec un gros. Voilà, bonne vidéo. Donc on a les watts. Donc celui-ci affiche les watts de celui-là. Alors je vais peut-être inverser. Je vais voir. Et là on a les watts de celui-là. Donc on peut mesurer tout en temps réel avec le soleil. Ça va être pas mal. Donc ça c'est le courant du HomeMiles dans les panneaux. Une petite oscillation. Donc ça c'est le courant du APS. Et des petits pics, des petites oscillations, mais rien de similaire à l'HomeMiles. Et ça c'est le MPPT, donc ça oscille un petit peu, mais pareil, c'est pas intense. Donc ça c'est le courant en alternatif du HomeMiles, qui envoie donc une sinusoïde avec pas mal de composantes parasitaires. Vous voyez, si on zoome dessus, c'est bien tout un tas de petites oscillations. Hein. C'est propre aux onduleurs d'injection en soi. Ça c'est l'APS, donc il est un petit peu pareil. Hein, pareil, si on zoome, on aura la même chose. Hein. Vous voyez, on aura des petites oscillations comme ça, c'est normal. Donc ça, c'est le courant que reçoit le extender là pour charger les batteries. Donc c'est un courant un peu plus faible que les micro-onduleurs, parce que les micro-onduleurs alimentent directement des charges. Donc là, il y a... voilà. Et là, le courant est amélioré parce qu'il y a un appareil qui consomme un peu plus. Et ça vient plus des micro-onduleurs. Hop, voilà, l'appareil s'est éteint. Donc là, c'est les micro-onduleurs qui produisent. Plus on a d'onduleurs synchronisés dessus, plus le signal est un peu dégradé. Donc si par exemple je coupe les micro-onduleurs, donc il suffit de débrancher la prise. J'ai la prise qu'elle a. Hop, voilà, ça c'est le courant que fournit l'onduleur extender de chez Studer là. Et celui d'avant, c'était celui que les micro-onduleurs produisaient. Donc là, j'ai rebranché les micro-onduleurs. On voit qu'il y a ils vont se relancer à produire. Il y a un petit flou de courant, comme on dirait. Et si je débranche les consommateurs, donc là, les micro-onduleurs ne produisent à peine. Si je débranche les consommateurs, toc. Donc là, on commence à avoir de la production. Les micro-onduleurs démarrent. Là, il n'y a que les micro-onduleurs dessus. Voilà, c'est les mêmes constatations que lorsque j'ai fait des tests
dans la vidéo sur les parasites, les harmoniques, on a le même genre de choses en fait, c'est tout à fait normal. Donc là ça va augmenter, le courant va augmenter petit à petit parce qu'ils vont se remettre à se synchroniser. Voilà, là, ça produit. Ça monte petit à petit, 60 watts, 80 watts, 100 watts, 150 watts, 200 watts, ça va dans les batteries. Je vais brancher un consommateur maintenant. Je vais rebrancher le petit climatiseur. Hop. Toc. Le courant baisse puisqu'il y en a moins qui va dans la batterie, donc il y en a moins qui vient qui va dans l'onduleur. Bon, j'ai téléchargé l'application OneSmile, S-Smile Cloud, pour le Home Live. Je me suis dit, il y a le Wi-Fi dessus, on peut avoir accès sans la passerelle. Je me suis dit, c'est trop cool. Dans la notice, ils disent qu'on n'a pas besoin d'un compte pour se connecter en direct. On n'a pas besoin de créer un compte en ligne pour synchroniser tous nos appareils. Donc du coup, j'ai téléchargé l'application. Sauf que pour que ça marche, il faut un compte. Parce que en fait l'endroit où on dit qu'on n'a pas de compte, il est en bas. Il est en bas, il est sous le bouton là, on peut pas y accéder. C'est pas. On peut pas. On peut pas. Là, on peut pas. Si je fais ça, je quitte. Voilà. Et voilà, c'est trop bien. Donc je peux pas dire que j'ai pas de compte. Donc je peux ni en créer un, ni fonctionner hors compte. Donc bah je désinstalle l'appli. C'est dommage, je voulais voir les courbes. Je voulais voir s'ils mesuraient comme moi. Bon, voilà, encore des ingénieurs bourrés. Il y a la place là quand même. Ils pouvaient décaler ça pour avoir des boutons apparents. Moi j'ai un Android, je veux dire, ça doit être la majorité des gens qui ont ça. Enfin, c'est pas possible. Bon bah tant pis. Bah je pourrais pas vérifier la connexion de mon truc, tant pis. Bon bah on a affaire à un agriculteur qui sait pas ce que c'est que la graisse. Hein. Il m'a bien cassé les oreilles. Donc là on est à 920 watts par mètre carré. On a une charge un petit peu moins forte sur le MPPT que sur le HomeMize, mais c'est lié à la tension des batteries qui est un petit peu trop élevée par rapport à la tension des panneaux. Vous voyez, on a 26 là, 28,7, il n'y a pas assez d'écart. Il faudrait que je décharge davantage la batterie. Donc c'est un peu défavorable au MPPT. Je voulais mettre en 12 volts au départ, mais j'ai mis en 24. Bon. Et puis l'APS, lui, il est toujours à 350, 339 de production, hybride. Hybride, c'est normal. Donc là, avec une tension de batterie un peu plus faible à 24 volts 5, on a gagné un petit peu. Vous voyez, on peut monter à 391, je crois 392 watts côté panneau solaire. Et là, on est aussi à 392, 393. Et toujours avec 900 watts de panneau solaire. Et on est toujours bloqué là. Donc il a quelques pourcents qui sont liés à la tension batterie. Passons maintenant aux courbes et aux mesures, aux relevés que j'ai fait. Voici l'évolution des différentes puissances dans le temps sur plusieurs jours. On voit la courbe rouge, c'est la puissance du soleil mesurée par mon appareil. La courbe bleue, c'est le MPPT Victron. La courbe jaune, c'est l'onduleur APS. Et la courbe verte, c'est l'onduleur HomeMize. J'attire votre attention sur des éléments importants. D'abord, il y a la nuit entre les différents jours, donc j'ai un peu contracté les courbes.
Il n'y a rien pendant la nuit, je ne vais pas vous mettre 10 heures de courbe à zéro. Et ensuite, on n'avait pas un soleil très très fort en fait. Il ne faisait pas très beau. On aurait pu monter beaucoup plus haut, donc je vous ai dessiné des jolis arrondis là. Pour les fois où j'ai mesuré, ou par exemple la dernière vidéo sur les micro-onduleurs, je suis monté à plus de 1300 watts par mètre carré. Et là, j'y arrivais pas, il faisait pas très beau, il y avait des nuages, et puis voilà, ça c'est... Je vais pas faire la mesure sur un an, j'avais pas spécialement besoin. C'est vrai que ce serait intéressant de faire des statistiques complètes, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont des micro-onduleurs et d'autres installations qui peuvent comparer aussi. Moi, j'ai voulu pouvoir palper un petit peu les mesures et pouvoir voir les choses en direct. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des jours où il faisait pas non plus nuit, forcément pas trop de pluie. 900 watts au mètre carré, c'est relativement bien. On voit bien que le soleil n'arrive pas à le maintenir avec les nuages. Donc j'aurais pu produire beaucoup plus. Mais au contraire, c'est intéressant parce qu'avec ces 900 watts par mètre carré, on arrive quand même à avoir une différence entre les appareils. On arrive à avoir des saturations, on arrive à avoir des écarts qui sont déjà, à mon avis, suffisamment conséquents. Ce sont des écarts qui s'amplifient avec la force du soleil. Donc ça dépend de votre région, ça dépend de l'albédo, ça dépend de l'enseignement, ça dépend de plein de choses. Revenons à notre courbe. Alors, cette courbe rouge du soleil, je vais l'enlever parce que là, c'était pour vous montrer qu'il y avait une assez bonne corrélation entre la puissance du soleil et les puissances produites par les différents appareils à quelques petits écarts près. Alors, en zoomant un petit peu, on voit déjà que globalement, il y a des creux. Il y a des endroits où les courbes ne se collent pas. Toutes les parties basses en puissance sont quasiment pareilles, quasiment. C'est-à-dire en dessous de 100 watts, que ce soit MPPT, HomeMize, micro-onduleur, on a les mêmes puissances. Alors là, je compare, on le voit, pour rappel, je compare à MPPT qui est dans une situation un petit peu défavorable. D'autant que c'est un MPPT que j'ai cramé une fois, j'ai changé le fusible. Donc c'est un des MPPT Victron que j'ai réparé. Je n'ai pas pris le meilleur des MPPT. La vidéo d'avant, j'avais pris le Studer. Là, j'ai pris un MPPT Victron assez standard. Un de ceux que j'avais pas non plus été hyper satisfait dans une de mes vidéos où je compare les différents MPPT, différents régulateurs. Mais ça me paraissait suffisant pour comparer avec les micro-onduleurs. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il est relativement au-dessus de tout le monde à chaque fois. Pourquoi je me suis servi de MPPT? D'abord pour pouvoir comparer un petit peu ce qu'on pourrait produire et voir où est-ce qu'on irait si on n'avait pas à faire du 230 volts et si les micro-onduleurs étaient globalement dans la même puissance en fait. Parce que si je compare que des micro-onduleurs entre eux mais qui manquent 100 watts par micro-onduleur, je ne vais pas le voir. J'ai suffisamment confiance en les différents MPPT Victron pour le prendre comme base, comme référence. La courbe se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, ceux qui n'en ont pas. C'est une blague. Sur la partie en amont, la première partie, j'ai utilisé un panneau solaire Star Solar de 460 watts avec une tension à vide de 45 volts. Et sur la deuxième partie, je suis passé sur un panneau de 405 watts avec une tension à vide de 38 volts. Vous verrez, ça a une incidence. On le voit déjà ici, mais ça a une incidence. Très intéressant pour moi. Les parties basses, les différents endroits où il y a des petites distinctions, et en fait c'est des moments où j'ai fait de l'ombrage. C'est des petits tests d'ombrage que j'ai fait. J'ai constaté qu'il y avait très peu d'écart. La PS était un peu plus souvent à la traîne. On verra que c'est un peu souvent le cas. Donc c'est des petites zones d'ombre que j'ai fait parce que j'aime bien rajouter ces petits tests là. Je ne les détaille pas plus que ça, mais moi ça me donne un indicatif pour voir si on a quelque chose un écart vraiment critique entre eux. Là, il n'y avait pas un gros écart. Ils réagissaient un peu tous pareil avec l'ombrage. Les zones en orange, ce sont les zones où j'ai fait des variations de température en arrosant avec un arrosoir pour faire baisser la température. Donc on verra des petites variations de puissance à ce niveau-là. Donc ça correspond à des moments où il y a plein soleil, bien sûr. Si on zoome sur une d'entre elles, le premier cube, le premier rectangle orange qu'on a vu avant, au départ, on était à gauche à 55 degrés sur le panneau. En l'arrosant avec quasiment le même soleil, en arrivant à 33 degrés, on a augmenté la puissance. On est passé à peu près de 350 à 400 watts. Sauf pour la PS, parce que la PS, il sature. La PS, dès le début, il est saturé. Il est pas capable de produire plus. Il est bridé.
Le home miles, pas encore. Il faudrait qu'on atteigne presque 500 watts pour qu'il bride. Je n'ai pas testé avec plus que 500 watts, mais j'aurai le même genre de résultat. Donc ça m'a permis d'avoir en temps réel, 2 configurations différentes. Un micro-onduleur qui n'était pas saturé et un qui l'était. Après, la température est remontée à 53 degrés, donc la puissance est redescendue. J'ai remis un peu d'eau, c'est descendu à 44 degrés, ça a fait monter un petit peu la puissance, mais à ce moment-là, le soleil est tombé. Donc, bon, ça m'a permis de voir qu'il y avait bien et de vous montrer qu'il y a bien une incidence avec la température. Pareil à droite, on passe de 55 degrés à 40 degrés. Le soleil augmente un petit peu, mais la puissance de production augmente un peu plus vite. Donc, vous voyez, il y a un écart à gauche de 8% si on passe de 55 à 33, de 4% si on passe de 53 à 44, et de 7,8% si on passe de 55 à 40. C'est les estimations que j'ai faites. Bah, elles sont mesurées, mes estimations. Globalement, ce que j'ai vu, c'est que vous voyez les zones rouges là. Les zones rouges, c'est la perte de puissance qu'on a sur l'APS, l'écart qu'on a entre le home miles et l'APS. Je ne parle pas du MPPT. Et bien, avant, avec le S-Star Solar, avec un panneau de 460 watts qui est quand même bien au-dessus des 335 qu'il est capable de faire, on a une perte de 6% sur cette période. Ok, globalement, 6% en quantité d'énergie. D'accord? Donc, alors j'aurais dû le préciser sur l'écran, 6% en Wh. C'est sur 2 jours déjà, avec un ensoleillement pas tip-top, enfin pas le plus grand ensoleillement du monde. Je trouve que déjà 6%, pour des onduleurs qui se disent avoir des rendements de dingue, pour des fabricants qui chipotent et qui nous disent qu'ils ont des rendements de 99%, alors que je ne les ai jamais trouvés, ces rendements, et ben 6%, je trouve, c'est beaucoup. Parce que pour des équipements qui se disent à la pointe, bon, je trouve ça beaucoup. Sur la puissance, bon, j'ai eu un écart de 3%, et sur le rendement, j'ai eu un écart de 8%. Bon. Si on regarde 2 petites zones là, j'ai deux petits bugs. Alors à gauche, j'ai un bug du home miles qui est lié à un ombrage. Il a pas très bien repris après un ombrage, alors que l'APS a bien redémarré. Et à droite, il y a une inversion, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le MPPT est moins puissant que l'APS et le home miles est moins puissant que l'APS lui-même. Ce petit moment, il a été un peu furtif. Je pense qu'il est lié, à un ensoleillement pas trop fort, à une tension qui lui était favorable sur le panneau, parce qu'on est passé sur un panneau 38 volts, plus bas en tension, et l'APS semble mieux fonctionner avec une tension faible, alors que le home miles semble mieux fonctionner avec une tension plus élevée. Il y a vraiment une incidence de la tension du panneau sur le micro-onduleur. C'est pas clairement écrit par les constructeurs, mais là il y a une incidence. Si on regarde les rendements, alors ça, ce sont les rendements entre ce qui rentre dans l'appareil et ce qui ressort. Donc j'en ai mis 4 puisque je vous ai mis aussi le Studer. En bleu, on a le Studer. En orange foncé, en rouge, on a le MPPT Victron. En jaune, on a l'APS. Et en vert, on a le home miles. On voit qu'ils sont plutôt élevés. On voit bien que l'APS et le home miles sont un petit peu en dessous du Studer, mais bon, globalement, si on ne fait que la mesure entre ce qui rentre et ce qui sort, c'est plutôt élevé. Si on se concentre sur ce qu'ils auraient dû produire et qu'on enlève le Studer, ça n'a plus d'intérêt, on a un petit peu moins, on a une petite baisse. On a une petite baisse et puis on a des moments, on a des pics vers le bas en vert parce que justement à des moments où il y avait du soleil, il n'y a pas eu assez de production sur le home miles à cause justement, comme je vous disais, du bug d'optimisation d'ombrage. Vous savez que quand on a de l'ombrage, les régulateurs baissent leur puissance et quand le soleil revient, il doit reprendre la puissance. Mais il faut qu'il le détecte ça, le moment où le soleil revient. Et sur le home miles, il a eu un petit peu de mal, il est resté un petit peu bas le temps de détecter que le nuage était passé. C'est une remarque, j'aurais pu faire les mêmes analyses avec en face s'il avait fonctionné. Concernant le début de la courbe, on voit qu'il y a le rendement qui baisse quand même pas mal avec l'APS. C'est lié avec le faible ensoleillement, c'est lié aussi, ça fait baisser la tension, donc il a un rendement un peu mauvais. Et lorsqu'on le sature aussi, il baisse à 76%, ce qui est pas ouf. Alors le home miles, il n'a pas baissé parce qu'il n'était pas saturé. On ne lui a pas demandé plus que sa puissance, il est resté dans un rendement de 94%. Il aurait pu aller plus loin. Et le MPPT est toujours à 97%. Alors si on ajoute les courbes en fonction du panneau solaire,
Donc c'est-à-dire que là on est avec le soleil, mais on est en fonction avec différents types de panneaux solaires. On rajoute donc le Longhi. Alors ça fait une courbe un petit peu difficile à lire, donc on va le détailler. En se concentrant sur l'APS, on a la courbe marron qui est le 405 watts Longhi et le jaune qui est le 460 watts SR Solar. Et on voit qu'il y a un petit point de bascule à un endroit. Il est un petit peu meilleur à basse puissance avec le 460 watts et un peu moins bon à haute puissance. À cause effectivement de cette fameuse tension à vide qui pénalise un petit peu cet onduleur-là qui n'aime pas trop. Par contre le 405 watts, lui, eh ben, il est un petit peu supérieur, ça monte jusqu'à 97% et après ça baisse à 88%, alors que l'autre il chutait à 76%. Donc vous voyez, en fonction du panneau, on a une plus ou moins bonne performance. Alors le 405 watts va un peu moins loin en puissance parce qu'il est un peu moins puissant, mais pas de beaucoup. Concernant le HomeMiles, on a le même genre de courbe. On retrouve toujours les deux petits pics verts qui sont là à cause des bugs d'ombrage, bien sûr, je ne vais pas vous le répéter 25 fois. On voit que sur la partie à droite, il n'y a pas vraiment de baisse de rendement, on est bien, puisqu'on n'est toujours pas saturé, ni avec l'un ni avec l'autre. À gauche, on a un rendement un peu meilleur avec le 460 watts, mais globalement un peu partout, on a un rendement un peu meilleur. Il y a des moments où ça se croise, mais on voit bien qu'il est plus à l'aise avec les fortes tensions. J'en suis plutôt content de cette HomeMiles. Si on fait maintenant une courbe de watts du panneau solaire par rapport aux watts du soleil, c'est censé faire une droite, hein, normalement. Normalement, il y a une droite pour le 460 watts, le panneau solaire 460 watts, et une droite pour le 405 watts. Et ben, c'est pas vraiment ça qui se passe. On se rend compte que les deux panneaux, jusqu'à une puissance solaire d'à peu près 280 watts au mètre carré, les deux panneaux sont touche-touche, ils produisent à peu près la même chose. Après, il y a un décrochage, le 460 watts produit un peu mieux. Le Longhi décroche un petit peu, mais il se rattrape à partir de à peu près 500 watts au mètre carré et ils se confondent après. Alors je pense que c'est lié à leur structure interne, leur montage, la façon dont ils sont assemblés, la qualité des cellules et autres, mais ce que je déplore un petit peu, c'est que le 460 watts ne soit pas largement au-dessus du 405 watts. Parce que ça crée un écart au milieu là, qui aurait dû se développer davantage. Il y a une limite en haut, on voit que le jaune, le APS, il part à l'horizontale, c'est normal, il est bridé en puissance à un moment donné, à 340 watts à peu près, donc il ne va pas plus haut, c'est tout à fait normal. Les petites pointes qui descendent, c'est encore mes tests d'ombrage qui font que la puissance baisse à des moments. Je ne les ai pas enlevés de la courbe, voilà, c'est des moments où j'ai testé l'ombrage, on voit que ça descend, ça divise par deux à peu près la puissance. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 460 watts que j'ai, il ne vaut pas le 405 watts Longhi. Et alors ça, c'est un sujet qu'on abordera peut-être un peu plus tard. Les panneaux solaires sont de plus en plus puissants, de moins en moins chers. Mais moi, j'ai remarqué depuis 1 an et demi à peu près que la qualité n'était plus là. J'ai des panneaux 540 watts qui sont à peine équivalents à 510. Là, j'ai un 460 watts qui vaut à peu près 415, enfin il n'y a pas un écart de dingue avec le 405 watts Longhi. Et moi je pense que c'est un jeu de tolérance et un jeu de qualité. On a tendance à, quand on achète, c'est souvent des palettes qui viennent de Chine, mais bon, quand on achète chez ces fournisseurs-là, avant ils nous garantissaient une qualité, un grade. Et maintenant ils nous envoient le tout venant, en fait ils testent même plus suffisamment, ils gardent beaucoup de défauts et je pense qu'à partir du moment où ils réussissent à avoir la puissance du panneau, ils vont pas chercher plus loin les tolérances. Alors qu'avant, on avait tendance à avoir des panneaux qui étaient en plus 5, plus 10%, qui étaient un peu upgradés. Vous voyez, au niveau de la qualité, on avait des panneaux un peu plus chers, mais qui étaient de meilleure qualité. Donc, on va voir se dessiner une divergence entre les panneaux de grandes marques qui, par exemple, font 400 watts, mais qu'en réalité, ils sont comme s'ils faisaient 420, et ceux de 500 watts qui en font à peine 450, vous voyez. Donc ça va être un jeu marketing qualité qui va, à mon avis, déterminer pas mal de choses dans l'avenir là. Et je trouve ça inquiétant. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que moi je retiens de tout ça? Le rendement d'un micro-onduleur, il est plus faible à pleine puissance. Ça c'est sûr, quand on le sature, il est plus faible, contrairement à ce qu'on nous dit. Les pertes de production par saturation, on cumule le mauvais rendement et la puissance solaire perdue, puisqu'il y a une partie qu'on n'exploite pas, et en plus on a un rendement qui est plus faible à ce moment-là. Donc on chute. On chute en rendement,
parce que on cumule les deux, donc il n'est absolument pas possible de se dire qu'on perd que 5%, c'est pas vrai. Et puis le choix de la tension du panneau a vraiment une influence sur l'efficacité de l'onduleur. Alors je trouverais logique qu'un onduleur qui accepte une tension plus élevée fonctionne mieux à une tension plus élevée. Mais ça ne veut pas forcément dire ça, il faudrait regarder d'autres statistiques et d'autres résultats de personnes. Souvent on parle de compatibilité onduleur, donc je vois qu'en phase le fait beaucoup. Ils ont, à mon avis, beaucoup travaillé ce côté-là pour améliorer l'efficacité de leur onduleur. Je pense que c'est là qu'est un peu leur force, mais j'ai pas la preuve de ça. Aujourd'hui, les micro-onduleurs, on se contente de vérifier la puissance, et puis comme la plupart des panneaux font pour 60 watts. Alors, petit exercice de pensée, vous imaginez une production solaire qui monte en cloche, comme ça, qui monte en... c'est une courbe solaire, hein. Et puis vous écrêtez, vous enlevez une partie en haut. Puis vous vous dites, bon, quand j'ai des micro-onduleurs de 2950 watts avec 3200 watts de panneau solaire, c'est normal, je bride, j'ai un plateau. Hein. Bon, donc on pourrait se dire, il manque une quantité d'énergie. Donc on la rajoute, la quantité d'énergie. Pourquoi je rajoute un peu plus? C'est parce que la quantité en pointillé, c'est la puissance des micro-onduleurs, qui aurait, admettons qu'on aurait mis 3000 watts, 3000 watts de panneaux, on aurait cette courbe-là. Sauf que, comme je vous disais, les panneaux solaires montent plus haut que 3000, que les 1000 watts au mètre carré, donc c'est censé monter encore plus haut quand il y a plein soleil. Donc il y a une perte encore plus grande puisqu'on n'exploite pas le maximum du panneau solaire. Et puis il y a des pertes onduleurs, parce que ce qu'on croyait être un plateau tout à l'heure, c'était pas le vrai plateau. Ce qu'on voit dans la production, par exemple sur toutes les vidéos en face qu'on trouve un peu partout, en fait c'est la courbe verte qu'ils ont. Donc ils croient qu'ils ont 100% de rendement tout le temps. En fait non, ils sont dégradés, ils ont des pertes sur leur onduleur, mais ils ne le savent pas. Parce que leur seul élément de mesure, c'est ce qui sort de l'onduleur. Donc pour eux, c'est ce que produit le panneau, évidemment. Sauf que le panneau, il ne produit pas ça. Le panneau, il produit toute la zone rouge. Donc c'est toute la zone rouge qui manque sur leur rendement. C'est pas 2 pouillèmes de %, 5 heures par an, vous voyez. C'est bien plus que ça. Moi déjà, en 2-3 jours, j'ai eu des écarts de 5, 8, j'ai même eu des moments à 10%, mais bon, en moyenne, on avait 5 ou 8, parce que à basse puissance, on avait presque un équilibrage qui se créait. Donc effectivement, si on est au nord de l'Alaska, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de soleil, j'en sais rien. Mais déjà, moi, en Bretagne, on va dire, si pour ceux qui pensent que Nantes est en Bretagne, moi j'en sais rien, dans la région nantaise, on arrive déjà à saturer. Donc je pense qu'il y a plein d'endroits dans le monde où c'est le cas. Hein. Bon, alors, si on fait un petit exercice d'extension de rendement là, à partir des courbes qu'on a, si on se dit que si j'avais réussi à avoir eu plus de soleil en prenant les autres résultats que j'ai eu dans les vidéos précédentes, je fais une petite prolongation des rendements, je sais à peu près où m'emmène mon MPPT, je sais à peu près où est censé m'emmener mon miles par rapport au moment où il va saturer, et je sais, je peux continuer la courbe du APS. C'est virtuel, mais je pense que c'est réaliste. Et on a quand même un écart. On a un écart qui devient conséquent. Bon, voilà, je ne le chiffre pas ici parce que c'est une extrapolation. Je l'ai chiffré dans ma vidéo précédente, MPPT versus micro-onduleur. On était, je crois, avec un écart de 22% de mémoire. Et puis là, je finis par une petite gestion des températures, parce qu'on nous dit les micro-onduleurs, ils supportent 60 degrés. Bon moi derrière mes panneaux, alors sur la toute dernière vidéo Anker, quand j'ai mesuré les températures, on était souvent à plus de 60 degrés avec un grand soleil. Là j'ai à peine atteint les 60 degrés. Vous voyez la courbe bleue, c'est la température des panneaux solaires qui oscillait entre 30 degrés et 55 à peu près, ou 33 degrés et 55. Et ensuite, à chaque fois j'ai mesuré les panneaux solaires au même moment, enfin à 5 secondes près, hein, j'ai mesuré la température des différents régulateurs et onduleurs. Alors on voit que le MPPT, il a chauffé un petit peu au début, puis après il se stabilisait. Donc il a des moments où il est un peu chaud, parce que des fois il est en plein soleil, alors que les micro-onduleurs, je les avais cachés. Bon, il avait tendance à chauffer un peu plus quand le soleil tapait dessus. L'APS, il flirte assez souvent avec les 50 degrés. Hein. Il ne faut pas qu'il ait passé 60, hein, mais il flirte assez souvent. C'est la température de surface. Il faut savoir que quand on a cette température-là en surface, on peut avoir une centaine de degrés en intérieur si la transmission thermique n'est pas bonne. Et puis le Hommage, il était globalement plus froid. C'est à peu près normal parce qu'il a un radiateur plus grand. Il est en aluminium et il refroidit mieux.
Je sais que il y a un autre phénomène sur le HomeMice que j'ai pas réussi à identifier. J'ai l'impression qu'il vibre. Au départ, j'ai cru que c'était un ventilateur dedans, mais j'ai vu sur d'autres chaînes de décortiquage qu'il n'y avait pas de ventilateur. Donc je me demande si c'est pas une vibration magnétique ou alors un léger courant qui est dans la masse que je sens avec mes mains. Et c'est vrai que je le retrouve sur les mesures de courant en entrée d'onduleur que j'ai montré au début de la vidéo. Bon, j'ai pas eu de choc électrique, hein, j'ai pas... mais j'ai trouvé qu'il vibrait un peu. Bon, je sais pas si c'est grave. Donc voilà pour toutes mes mesures et mes courbes. Ça porte à réflexion. Moi, ça me conforte dans le fait que je n'ai pas envie de mettre de micro-onduleurs sur mes installations. Ça ne veut pas dire que j'en utiliserai jamais, mais bon, voilà pour l'instant. Alors là, les rendements sont meilleurs que la vidéo d'avant. Je suis content, ça s'est amélioré. Moins critique que ce que je pensais, mais il y a quand même des écarts liés à la saturation, l'écrêtage et certains moments où on a du mal à extraire l'énergie avec une tension faible. Parce que si vous voulez, quand on a un panneau solaire qui fait 18 volts, ou alors quand on en a 10, eh ben, c'est pas la même chute de tension, et le MPPT, il est pas aussi incompétent. Enfin, vous voyez, c'est pas pareil d'avoir un string qui chute ou un seul panneau qui chute. Le panneau qui chute, il peut carrément couper la production, alors que le string, pas forcément. Donc voilà. Bon, bah, bonne journée à vous. J'espère que ça vous a éclairé sur les choses qui peuvent vous arriver à vous avec vos micro-onduleurs. Au revoir.